Bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale liée au référendum. Le résultat final, vous le connaissez tous, 53,26% en faveur du non contre 46,74% pour le oui. Mais ce soir, nous allons essayer d'aller plus loin et comprendre comment les Calédoniens ont voté, où les lignes ont bougé et avoir une explication. Alors, pour répondre à ces nombreuses questions, je reçois ce soir Pierre-Christophe Ponce. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes docteur en géopolitique et vous allez analyser les résultats qui sont tombés durant une trentaine de minutes. Alors, hier, il y a eu énormément d'informations liées au référendum, ce matin encore. Alors, sans entrer dans le détail, quels sont les faits marquants que l'on doit retenir de ce deuxième référendum en dehors de la progression du oui? En dehors de la progression du oui, c'est une information capitale, à mon sens, par rapport au premier référendum. Et rappeler quand même, il n'est pas inutile de le dire, que le non est encore arrivé en tête de ce scrutin, donc avec un écart qui s'est réduit par rapport au oui, mais surtout, c'est que finalement, là où il y avait de l'abstention au premier référendum, on constate que cette abstention s'est réduite et que finalement, elle s'est accompagnée dans le même temps d'une progression des indépendantistes. Donc, vraisemblablement, ce sont les indépendantistes qui ont réussi à mieux capitaliser, en tout cas, la mobilisation des abstentionnistes. Et puis après, dans le détail, effectivement, un vote qui a largement progressé aux îles avec une amélioration de leur taux de participation. Et encore une fois, des mêmes rapports de force qui s'observent partout dans le pays, avec une fracture géographique, sociale et ethnique dans cette répartition du vote à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie. Alors on parle de forte mobilisation, taux de participation important. Où est-ce que l'on n'a pas voté? Alors effectivement, il y a quand même assez peu d'endroits où on a assez peu voté. On a beaucoup voté un peu partout, ça a été assez généralisé. Mais c'est pas inutile de regarder un peu dans le détail ces abstentionnistes, peut-être dans la perspective d'un troisième référendum, pour savoir où est-ce qu'il faudrait aller chercher ces abstentionnistes pour pouvoir progresser. Alors globalement, il y a 25 000 abstentionnistes pour ou 26 000 sur ce second scrutin référendaire. Et puis la répartition, eh bien, même s'il y a eu une très forte progression aux îles, eh bien, il y a encore plus de 5000 abstentionnistes à aller chercher aux îles Loyauté, donc c'est pas négligeable. Il n'est pas inutile aussi de dire que ces abstentionnistes seront en théorie plus favorables à l'indépendance. Et puis également dans le Grand Nouméa, on observe également, malgré encore une fois une progression, une réserve de voix encore une fois, dans les quartiers qui sont plus traditionnellement dévolus au camp indépendantiste. Donc, ce que l'on pourrait dire, et c'est pas une nouveauté, c'est que, en théorie, tout dépendra de la mobilisation des uns et des autres. En théorie, eh bien, l'écart devrait encore se resserrer pour le troisième référendum. Comment expliquer justement cette abstention, ces 5600 abstentionnistes en province-île? Eh bien, c'est la persistance finalement de certaines particularités. On sait par exemple qu'aux îles Loyauté, il y a un peu plus de 22 000 électeurs pour 11 000 adultes. Et finalement, c'est-à-dire qu'il y a donc quasiment 2 fois plus d'électeurs que de personnes physiquement présentes. Ça implique quoi? Ça implique forcément des procurations par rapport à ceux qui sont sur le Grand Nouméa. Ça implique également une inscription dans les bureaux de vote délocalisés. Tout ça fait que finalement, ça complexifie un petit peu ces démarches d'inscription et donc de vote. Et forcément, mécaniquement, eh bien, ça participe à une abstention un peu plus importante que pour les autres territoires de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que par rapport à Lifou, Maré, Ouvéa, il y a une différence de vote? Peut-être qu'à Maré, il y a la commune de Maré où on a peut-être moins voté et les raisons sont peut-être différentes? Alors, Maré, quand on regarde un petit peu dans le détail, effectivement, il y a cet appel au vote de la dynamique autochtone qui est un parti un peu héritier finalement du LKS, qui était et qui est toujours très localisé sur le district de Guama. Et on voit bien que finalement cet appel à voter non, eh bien, il y en a qui ont voté non, effectivement, dans ce district, quand on regarde le bureau de vote de Netché, par exemple. Et puis, on peut imaginer, effectivement, que peut-être que cet appel à voter contre le oui, finalement, a eu un impact également sur le taux de participation sur l'île de Maré. Ces mêmes bureaux de vote avaient voté oui, avaient obtenu une majorité de oui en 2018.
Ce que je peux dire, c'est que on observe 5 points de plus pour le oui sur l'île de Marais. Pour le non, pardon, sur l'île de Marais. Et globalement, quand on regarde les 33 communes de la Nouvelle-Calédonie, c'est la seule commune où il y a une vraie progression du non sur cette commune. Et donc on peut vraiment dire que l'appel de la dynamique autochtone a été entendu. Et quand on regarde géographiquement la répartition de ce non, eh bien on voit qu'il est extrêmement localisé donc, sur ce fameux district de Guama. Et c'est vrai que ça fait une différence par rapport à 2018, plus 5 points en faveur du non. C'est une particularité qui est propre un petit peu à ce parti, à l'héritier du LKS, finalement. Et on voit qu'il y a une vraie fidélité électorale parmi tous ceux qui sont membres de ce district. On voit qu'il y a, par rapport aux consignes données, il y a une vraie fidélité par rapport à ce vote. Alors, le taux de participation à Neche était de 61%. Alors là, tout à l'heure, on parlait de problèmes de procuration, toutes ces démarches, on va dire, administratives. Est-ce qu'il y a, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour qu'il y ait une facilité. Comment on pourrait améliorer les choses? La différence majeure, je pense que c'est le référendum n'est pas un scrutin comme les autres. Donc pour faire des procurations, ce ne sont pas les mêmes formulaires. C'est un formulaire particulier qui est propre au référendum. Donc ce qui veut dire qu'il faut apporter, dans le cadre de ce scrutin, une justification pour établir cette procuration. Donc c'est plus compliqué qu'une procuration lambda où il suffit de déclarer sur l'honneur, ne pas pouvoir être présent le jour du vote et confier son vote à quelqu'un d'autre. Là, même si c'est pas une complexité supplémentaire en soi, et ben effectivement ça contribue peut-être à faire en sorte que l'abstention progresse. Et vous aviez raison de le rappeler, pour cette particularité, eh bien il y a effectivement les bureaux de vote décentralisés qui ont été mis en place dans le Grand Nouméa et qui ont connu finalement une belle progression en termes d'inscription cette année. On peut imaginer par rapport à cette progression que les inscriptions dans les années à venir, en tout cas pour le 3e référendum, risquent peut-être d'être encore plus importantes pour tous ceux qui finalement, ni au premier ni au second, n'ont réussi à exprimer leur vote aux élections de la province des îles Loyauté. Alors on parlait de la province île, la province nord, qui reste des provinces indépendantistes. Le oui a tout de même progressé dans ces provinces. D'où viennent ces voix? Eh bien, je crois que on peut dire qu'il y a un effet campagne. Une campagne qui a été très active, très intense finalement. On a pu le voir à la fois sur les réseaux, mais également à travers justement les réseaux des CNC, des Centres Nationalistes Citoyens. Et on a pu le voir que finalement, eh bien, cette progression, elle est peut-être liée à un maillage de cette campagne qui était peut-être un peu plus important chez les indépendantistes que chez les loyalistes. C'est une hypothèse que l'on peut formuler. Il faudra donc voir si finalement il y a encore matière à aller progresser dans ces communes malgré des très hauts taux de participation, ou si au contraire on aurait atteint une forme de plafond de verre. Donc on aura la réponse en principe pour le 3e référendum. Alors, avec les chiffres tombés ce matin du haut-commissaire, du Haut-Saria, est-ce qu'on peut voir est-ce qu'on a voté de la même manière en 2018 et en 2020 dans les tribus comme dans les villages? Alors, c'est une particularité qu'offre la Nouvelle-Calédonie en matière de géographie électorale, c'est que cette fracture de la répartition des suffrages, c'est une fracture qui est assez constante. C'est-à-dire qu'elle se perpétue, élection après élection. On observe effectivement une distinction, vous l'avez dit, entre province sud et province île et province nord. On observe également des distinctions à l'échelle d'une commune, dans les communes rurales, entre le vote au sein des villages et le vote dans les tribus aux alentours. Et c'est assez flagrant dans certaines communes. J'ai pu étudier la commune, par exemple, de Wegoa, où on vote à plus de 3/4 au village contre l'indépendance, alors qu'aux alentours, dans les tribus alentours, ça remporte finalement la majorité. Il y a un vote essentiellement indépendantiste dans ces tribus. Pareil pour Koné. Les Koné les tribus de la Koné Tiwaka votent plus pour l'indépendance, tandis que le village a un taux contre
contre l'indépendance qui est plus important. On l'observe globalement dans l'ensemble des communes rurales où finalement le village, qui est un habitat plutôt où résident la plupart des Européens, des non-Kanaks, où il y a un vote un peu plus important en faveur du maintien dans la France. Donc on peut faire une relation entre ces votes et une appartenance ethnique? C'est ce que moi, en tout cas, j'ai pu essayer de mettre en lumière dans mes cartes électorales sur les 30 dernières années. C'est une fracture, effectivement, qui peut se superposer à la répartition ethnique. Effectivement, quand on regarde, par exemple, la composition, finalement, ethnique des tribus, effectivement, il n'y a quasiment que des populations kanaks, à l'inverse peut-être des villages où c'est peut-être un peu plus mélangé, mais où il y a toujours une population non kanak plus importante. Et là, on voit effectivement qu'il y a une superposition dans la répartition de la population selon leur ethnie et les résultats au scrutin. On observe également cette distinction en milieu urbain, où on voit que la composition des quartiers plus populaires, où réside plus la population océanienne, ont tendance peut-être à s'exprimer plus pour le vote indépendantiste que des quartiers, par exemple à Nouméa, des quartiers plus méridionaux, où le vote non indépendantiste est plus important que la moyenne. Justement, on va aller du côté de Nouméa. Dans toutes les élections, le regard se tourne vers Nouméa, gros enjeu. Comment a-t-on voté à Nouméa et quelle est la différence avec 2018 ? La différence, c'est une très forte progression de la participation, notamment là où on s'était assez abstenu, à savoir dans les quartiers nord-ouest qui sont plus favorables aux camps indépendantistes. Donc finalement, ce réservoir de voix qui avait été mis en lumière avant le référendum, finalement, les indépendantistes ont transformé l'essai puisqu'ils ont fait progresser la participation et donc, par conséquent, le vote indépendantiste dans cette commune. 23% de mémoire, c'est quand même un chiffre qui a priori n'a jamais été réalisé par le camp indépendantiste sur Nouméa. Et c'est un score qui finalement met en lumière autre chose également, c'est que globalement, c'est une participation qui n'est quasiment jamais atteinte dans cette commune. Et finalement, on montre qu'il y a toute une partie de cet électorat qui, pour toutes les autres élections, des élections provinciales, des élections municipales, ne se rendent pas forcément aux urnes. Donc, il y a une vraie mobilisation démocratique pour le référendum que l'on n'a pas forcément pour les élections locales. Et à terme, en termes de gouvernance, en matière de politique publique, ça peut poser un problème sur une forme éventuellement de dépolitisation de la population calédonienne. Ce qu'on avait dit, par exemple, pour les élections municipales, le faible taux de participation, on avait expliqué aussi qu'il y avait beaucoup trop d'élections à la suite, ça avait démobilisé, découragé peut-être les électeurs, et finalement c'est pas vraiment le cas. Ce que l'on peut dire globalement sur la participation, c'est qu'effectivement il y a plusieurs critères qui peuvent rentrer en ligne de compte. La succession des élections avec à chaque fois des enjeux différents, peut-être aussi pour certains un manque de renouvellement de la classe politique, des enjeux qui sont difficiles à saisir entre une provinciale et une municipale, quelles sont les compétences par exemple qui s'exercent entre les deux collectivités, et finalement par rapport à l'enjeu référendaire qui est un enjeu institutionnel, finalement on a le sentiment avec ce couloir du référendum depuis 2018 que cet enjeu a tendance à écraser tous les autres types d'enjeux, et que finalement en dehors de ce vote oui ou non, pour une question assez binaire, assez simple à trancher, on a tendance à beaucoup plus mobiliser, alors que pour des questions un peu plus complexes, où il faut rentrer sur des considérations plus personnelles, pour des candidats, pour des territoires également, là, on a du mal à mobiliser, et en partie, en tout cas, sur une partie de la jeunesse qui a du mal, en tout cas, à être mobilisée pour ce type de scrutin. On parle des quartiers nord. Est-ce qu'il y a eu une participation équivalente pour les quartiers sud en 2018 et cette année? Globalement, sur les quartiers sud de Nouméa, on a bien voté, même très bien voté. En tout cas, quand on regarde vraiment dans le détail bureau de vote par bureau de vote, on va dire qu'à quelques exceptions près peut-être, on a fait le plein de vote dans ces quartiers plus méridionaux, tandis qu'il y a encore une petite marge de manœuvre, plutôt dans les quartiers un peu plus au nord de la ville. Il faudrait vraiment, et ça sera le rôle des partis politiques, d'aller regarder dans le détail où on s'est abstenu pour pouvoir ensuite aller faire campagne
pour aller mobiliser ces abstentionnistes qui seront un peu couvés comme le lait sur le feu pour ce troisième référendum. Parce qu'en fait, je posais cette question parce qu'il y a eu quand même des interventions des loyalistes, notamment qui avançaient que le DAN était en chute, avait régressé parce que il y avait eu un sentiment d'insécurité, d'agression, et donc certaines personnes n'ont pas pu aller voter, notamment chez les loyalistes. Donc je pensais au quartier sud. C'est pas le cas vu que le taux de participation est assez bon. Alors, si on en croit finalement ce qui est dit par les loyalistes, ce ne sont pas forcément dans les quartiers sud qu'on s'est le plus abstenu. Ça serait plutôt dans les quartiers nord, pour le coup, ou peut-être, là encore, je laisse aux élus finalement le soin de porter ces accusations qui avaient peut-être le plus de difficultés. Effectivement, ça a été confirmé par le président de la commission électorale qui avait eu des débordements, mais qui n'avait pas, selon lui en tout cas, eu un impact sur le scrutin. En revanche, ce que l'on peut dire, c'est que globalement, aujourd'hui, eh bien, ça a extrêmement bien voté dans ces quartiers sud et un peu moins sur les quartiers nord. Alors, est-ce qu'il s'agit, c'est ça la question finalement, d'électeurs loyalistes un peu contrariés par tout ce qui a pu se passer, ou d'électeurs indépendantistes, potentiellement indépendantistes, qui ne sont pas allés voter? Ça, on peut pas savoir à l'avance ce qui est dans la tête de tous ces abstentionnistes. Si on le savait, on aurait la clé des scrutins à venir. Alors je pose cette question. Alors là, je ne veux plus parler en tant que journaliste, Falaï Bedro, mais en tant que Falaï. Mon père est de Lifou, ma mère est wallisienne. J'ai grandi dans les quartiers nord et vécu entre Nouméa et la tribu à Djoulou, Lifou. Et cette manière de célébrer quelque chose, je l'ai vu partout, pendant les mariages, pendant les cricket, foot, etc., klaxonner, tout ça avec une célébration. Est-ce que là, il n'y a pas déjà un choc culturel? Est-ce qu'il n'y a pas une incompréhension entre voir un cortège avec des drapeaux et indépendantistes, voir ça comme une agression? Est-ce qu'on n'a pas un choc, une incompréhension, se dire que ça, c'est une agression pour nous? Très clairement, je ne pense pas que ça soit une agression pour qui que ce soit. En revanche, ce qui est clair, c'est que ce sont d'autres motifs qui ont été exposés par rapport à ça, des caillassages, peut-être des zonages entre guillemets près des lieux de vote. C'était plutôt ça qui était évoqué. Mais effectivement, c'est pas non plus innocent de pouvoir arborer et puis pouvoir utiliser, exposer ce drapeau. C'est quand même un signe important. On peut pas non plus le balayer comme ça d'un signe de la main. Et puis je constate aussi une chose, c'est que finalement ces scènes de liesse, ces scènes de joie, eh bien elles ont eu lieu avant même que le scrutin se soit terminé. Donc globalement, après, savoir est-ce que ça a eu un impact en faveur des personnes qui finalement se sont dit il faut quand même qu'on aille voter, ou est-ce que ça a eu une tendance à dire allez, on va pouvoir progresser, on va pouvoir éventuellement être majoritaire, on va aller voter. On peut pas savoir si ça a eu un impact dans un sens ou dans l'autre, mais effectivement par rapport au premier référendum, c'est une grosse différence. Je pense qu'elle sera aussi à prendre en compte. Peut-être aller un peu plus loin, c'est de dire que s'il y a un troisième référendum, en dehors de ces scènes, de ces manifestations un peu d'euphorie, de liesse un petit peu, je crois que le climat global de cette campagne référendaire a été particulièrement tendu, a été particulièrement toxique à certains égards. On a pu le voir notamment par rapport à, même si c'était pas lié à un parti politique, mais à ce qui s'est passé avec la grande chef du Sénat coutumier, avec la bâche de la province sud, même si c'est pas lié à des partis politiques, on a pu se dire que c'était quand même un climat qui était relativement toxique par rapport à ce qu'on a pu connaître, qui était plutôt bon enfant lors du premier référendum. Donc la question toute simple, c'est si on va à un troisième référendum qui sera avec nettement plus d'enjeux et qui pour le coup sera un référendum couperé, eh bien on peut envisager que la situation risque de se tendre davantage, et que donc tout ce qu'on a pu observer, qu'on considère à l'heure actuelle comme des exactions, on pourrait imaginer que ça pourrait être encore plus fort pour le scrutin référendaire à venir.
Mais d'après ce que l'on voit là, qu'est-ce qui pourrait justement pour ne pas arriver au troisième référendum avec une situation encore plus tendue, avec ce que l'on voit là, qu'est-ce que l'on devrait changer, qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Je crois que de toute manière, à mon avis, il y a une partie aussi qui incombe à l'État par rapport à ça, par rapport au maintien de l'ordre et au maintien d'une certaine forme de sérénité. Mais par ailleurs, je crois qu'il y aura de toute manière une forme de durcissement. C'est assez naturel quand on voit la nature de l'enjeu. On parle quand même de l'accès à l'indépendance d'un pays. Donc, plus on avance vers quelque chose de définitif, et plus évidemment que les enjeux seront plus importants et que forcément il y aura plus de tension. Donc, on ne peut pas éviter que la tension monte. En revanche, on peut essayer d'apporter un peu de sérénité, en tout cas parmi les élus, par rapport aux échanges qu'ils peuvent avoir les uns entre les autres, par rapport au dialogue, parce que très clairement, ce qu'on a pu constater depuis le premier référendum, c'est qu'il y avait eu une rupture importante sur le chemin du dialogue que prenait Emmanuel Macron. Et finalement, il y a eu très peu de rapprochement entre les différents camps, et ce qui n'aide pas finalement à apporter un climat un peu plus serein pour ce second scrutin. Donc est-ce qu'une reprise des discussions et des négociations avec un climat un peu plus apaisé pourrait essayer de faciliter les choses? En tout cas, c'est eux qui donnent aujourd'hui l'exemple à tous les citoyens de ce pays. C'est une demande des loyalistes et de Calédonie Ensemble qui ne souhaitent pas aller jusqu'au troisième référendum. Est-ce que c'est possible? C'est possible, effectivement, mais ça doit découler d'une décision politique. Parce que juridiquement, les indépendantistes ou d'autres, eh bien, il suffit d'avoir un tiers des membres du Congrès pour déclencher, après 6 mois, le référendum suivant. Donc les indépendantistes ont largement la capacité à le déclencher. Ça a d'ailleurs été dit par Roch Wamitan hier soir. Il n'est pas question d'éviter ce troisième référendum. Et quand on regarde finalement la progression du oui lors de ce second référendum, il paraît quand même inévitable aujourd'hui, porté par cette dynamique aujourd'hui de +3 et quelques points, que le camp du oui va tenter d'aller chercher cette indépendance au troisième référendum. En revanche, l'autre analyse que l'on peut faire, c'est qu'au final, qu'est-ce que ça va apporter? Même s'il y a une victoire de cette indépendance au troisième référendum, on peut considérer que c'est une victoire finalement à la Pyrrhus, un petit peu avec beaucoup de difficultés à atteindre, et puis qui accouchera d'une réponse qui sera qu'il y aura quand même la moitié de la population qui sera mécontente et qui sera opposée au projet de l'autre. Même si dans le cas de la victoire au troisième référendum du non, c'est exactement la même chose. On aura encore la persistance en Nouvelle-Calédonie de l'opposition de 2 blocs, l'un attaché à la France et l'autre qui est viscéralement et identitairement attaché à cette question d'indépendance. Alors que faire? Peut-être trouver une troisième voie, une autre solution, une négociation, une discussion. Aujourd'hui, ce qui est le plus probable, c'est qu'on se dirige vers ce troisième référendum au regard de la progression des indépendantistes qui se sentent finalement pousser des ailes par rapport à ce résultat du second référendum. Parce que les discussions, des échanges, des discussions, ça avait déjà été organisé. Bon, les loyalistes, normalement, les non-indépendantistes, sauf Calédonie Ensemble, étaient sortis de la table de discussion à ces moments-là. Là, on redemande à discuter pour apaiser et avoir une autre forme de sortie. Mais parce que dans l'ensemble, les Calédoniens, de manière générale, le seul point commun, c'est qu'ils veulent vivre ensemble. Je crois que c'est un point commun pour l'ensemble des Calédoniens. C'est que je crois que ça fait assez consensus dans les programmes politiques, en tout cas. Il est dit que tout le monde veut vivre les uns avec les autres. Ce destin commun, je n'ai pas lu quelque part, en tout cas officiellement, qu'il a été remis en cause. Donc ça, c'est quand même une chose qui est assez importante et qu'il faut capitaliser. Parce que jusqu'à présent, en tout cas par rapport aux différents échanges, on a l'impression qu'au lieu de capitaliser, on a l'impression de régresser un petit peu dans ce domaine-là. Et puis, effectivement, il y a différentes visions de ce destin commun. Pour schématiser un destin commun dans une Kanaki Nouvelle-Calédonie.
et un destin commun plus dans la France. Alors aujourd'hui, je crois que c'est pas cette question de vivre ensemble qui pose problème, mais c'est finalement la manière, la solution que l'on trouve à se vivre ensemble pour pouvoir faciliter finalement ce vivre ensemble. Alors s'il y a un troisième référendum, où est-ce que les indépendantistes comme les loyalistes doivent chercher ces voix, doivent chercher des voix? Eh bien, c'est ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure, parmi les abstentionnistes, je crois que c'est ce qui a été largement fait, notamment par les indépendantistes pendant ce second référendum. Et globalement, il y a donc 26 000 abstentionnistes, et c'est là où il faudra aller chercher. Il y aura également les nouveaux inscrits. Donc on ne connaît pas forcément la ventilation entre statut de droit commun ou de droit coutumier, donc il sera important de savoir un petit peu près ça. Mais globalement, effectivement, ça sera un peu une course à l'échalote. Finalement, c'est aller chercher le plus rapidement possible à progresser, aller chercher les abstentionnistes. Et force est de constater qu'à ce petit jeu, les indépendantistes ont été nettement meilleurs lors de ce second référendum. Voilà, bon, c'est sur ces mots que l'on va rendre l'antenne. C'est la fin de cette édition. Merci Pierre-Christophe Ponce d'avoir répondu à nos questions malgré une très longue soirée, une matinée assez tôt à travailler déjà et encore ce soir sur notre plateau. Merci Pierre-Christophe Ponce. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée.